Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à cette toute première session d'information de la soirée de ce lundi. Voici les titres. Arbre de Noël offert par la première dame de Côte d'Ivoire à plus de 3000 enfants d'horizons divers à Abidjan au palais présidentiel. Les enfants ont exprimé leur reconnaissance à la première dame, Madame Dominique Ouattara, dame au grand cœur. Et technologie, encore une prouesse dans le domaine de la technologie et dans le domaine de la scientifique. Un smartphone contrôlé seulement par le pouvoir du regard. Incroyable, mais vrai. Bienvenue à cette session d'information, nous le disions, dont les titres. La première dame de Côte d'Ivoire a offert cette année encore à 3000 enfants un traditionnel arbre de Noël dans les jardins du palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire. 3000 enfants donc de tous horizons et classes sociales diverses ont reçu des cadeaux des mains du Père Noël. Notre reportage. Jeux, danse, prestations d'artistes et cadeaux à profusion. Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire, femme au grand cœur, à travers l'ONG Children of Africa qu'elle dirige, a offert une fois encore cette année un moment magique à 3000 enfants venus de divers horizons et classes sociales de la Côte d'Ivoire. Un arbre de Noël, moment de joie, de partage et surtout de retrouvailles pour vivre ensemble la magie de Noël. C'est donc tout naturellement, les yeux pétillants et la tête dans les étoiles, que Faïssatou Kassoum, porte-parole des enfants, a exprimé sa reconnaissance à la première dame et relevé sa grande générosité. C'est au nom de tous les enfants ici présents que je remercie Maman Dominique qui nous permet de goûter aux délices de Noël dans ce cadre magnifique du palais présidentiel. Hier, c'était des kits scolaires, des livres, des caravanes de vaccination. Aujourd'hui, ce sont des cadeaux de Noël pour terminer l'année en beauté avec des milliers d'enfants. Quelle générosité, Maman Dominique! Comment ne pas vous remercier et vous admirer? Maman Dominique, notre maman chérie, adorée. Vous avez tant de qualités qui font de vous une mère extraordinaire. Votre gentillesse et votre douceur touchent nos cœurs. Et votre sourire nous rassure et nous réconforte. Et par-dessus tout, cet amour profond et intarissable pour nous, vos enfants de Côte d'Ivoire. Oh, Maman Dominique, combien d'enfants rêvent d'avoir une maman comme toi? Maman Dominique, ce samedi 20 décembre 2014 restera aggravé à jamais dans nos esprits. Maman Dominique, merci. Pour sa part, Dominique Ouattara, qui avait à ses côtés son époux, le président de la République Alassane Ouattara, a réitéré son amour à ses bouts de chou, l'avenir, les bâtisseurs de la Côte d'Ivoire de demain. La première dame a exhorté ses petits invités de marque au travail et au respect de leurs parents. Je voudrais vous encourager, mes chers enfants, à toujours bien travailler à l'école et suivre les conseils de vos parents et de vos enseignants pour assurer la relève et porter notre beau pays toujours plus haut. Grand merci à tous les donateurs et bénévoles qui nous apportent leur soutien. Joyeux Noël et de très belles fêtes de fin d'année à tous et à toutes. Une touche particulière cette année, la présence d'une centaine d'enfants venus de la région du Sud Komoué, ainsi que l'exposition de 100 magnifiques dessins des lauréats du jeu concours national de dessin. Et comme chaque année, les enfants de toutes les régions de la Côte d'Ivoire vivront également cette magie de Noël avec l'arbre de Noël éclaté durant lequel 10 000 enfants recevront des cadeaux du Père Noël. Un moment magique, inoubliable pour les enfants. Les tout petits garderont longtemps gravé dans leur mémoire ce beau moment avec le Père Noël passé dans les jardins de la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Les enfants heureux ont exprimé leur reconnaissance et leur joie à la première dame de Côte d'Ivoire. Nous allons écouter ensemble quelques réactions. Aujourd'hui, je suis content. Je dis merci à la première dame, Maman Dominique Ouattara. Je dis merci à Maman Dominique. Ce cadeau qu'elle m'a donné. Encore merci.
Le 27 décembre prochain aura lieu à Abidjan un grand programme spirituel en faveur de la Côte d'Ivoire, un programme dénommé 2015 Me voici, avec pour thème la défaite totale du diable. Nous allons suivre ensemble l'appel lancé par l'archevêque Kassi Dazito, au porte-parole de la Commission nationale des églises protestantes et évangéliques de Côte d'Ivoire. 2015, vous savez que c'est une année pour nous, une année importante, une année pleine d'événements. Et pour nous, il fallait venir d'abord saisir le lever de cette année d'abord pour démontrer à Satan qu'il n'y a plus de raison de venir encore diviser les Ivoiriens. Il n'y a plus de raison pour venir, pour des raisons quelconques, venir créer la pagaille dans la nation. Nous sommes là et nous sommes mobilisés. Nous avons décidé, comme Jésus dit, écoutez, on voit le diable tomber. Et c'est vrai, depuis le temps des temps, le diable a été chassé du trône de Dieu. Mais nous sommes aussi levés pour chasser le diable de ce pays. C'est pourquoi on déclare la défaite totale du diable. Nous venons pour chasser le diable, la nation, dans la Côte d'Ivoire, pour que la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens et tous ceux qui y habitent vraiment retrouvent la promesse de Dieu s'accomplir dans leur vie. Tous ceux qui sont des planteurs, ceux qui sont dans le monde politique, que ce soit dans le monde économique, c'est de ça qu'il s'agit. Nous venons libérer la nation au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi on dit la défaite totale du diable. En 2015, Satan n'a plus de raison sur la vie de quelqu'un. Celui qui doit se marier, doit se marier. Celui qui doit travailler, doit travailler. Celui qui a un projet de voyage, il doit voyager. Celui qui doit extrêmement, c'est un homme d'affaires qui semble que ses affaires sont bloquées. Sa situation doit débloquer. C'est de ça qu'il s'agit. Venez, car c'est le temps important. C'est pourquoi là où tu te trouves, si tu m'entends et tu me regardes, viens. Car nous allons saisir le diable et nous allons mettre hors d'état de nuire. Nous allons déclarer la défaite du diable et proclamer la seigneurie de notre Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. L'école internationale La Voix du Royaume a tenu sa toute première convention à Abidjan. Cette rencontre spirituelle d'envergure a été organisée par la MICHAS, la mission internationale chrétienne d'aide spirituelle et sociale dirigée par le prophète Ungoran Kwasi Nicolas, avec comme thème des trésors dans des vases de terre. Samedi 13 décembre 2014, jour apothéose de la toute première convention de l'école internationale La Voix du Royaume. Tous les fils et filles de l'Éternel sont venus nombreux s'abreuver à la source d'eau vive du Seigneur. Tout comme les jours précédents, cela autour du thème des trésors dans des vases de terre tiré du livre de 2 Corinthiens, chapitre 4, le verset 7. Cette première convention organisée par la MICHAS, la mission internationale chrétienne d'aide spirituelle et sociale, a vu la participation d'éminents orateurs, notamment le révérend Charles Talingano, le bishop Philippe Coty, venu spécialement de la Belgique, le pasteur Serge Koli Bamara, la prophétesse Déborah et les premiers dirigeants de la MICHAS, le prophète Nicolas Kwasi Ungoran et l'évangéliste Annick Kwasi. Le bishop Philippe Coty a donné les oracles du Seigneur en développant le sous-thème suivant, la nécessité d'être fils, un statut particulier qui rapproche le chrétien du Seigneur. La première convention de EIVR 2014 a obtenu toutes ses promesses. Les différents participants ont reçu des diplômes de participation, des vases de terre qui renferment des trésors. Les fils et filles de l'Éternel, durant cette convention, se sont laissés façonner, modeler par le Seigneur avec des enseignements de ses oins, des messages édifiants pour aiguiser leur connaissance spirituelle et de tenir toutes les armes pour triompher du diable. De vases de terre, les fils de Dieu sont devenus des vases d'honneur, portant les trésors pour entrer dans leur destinée prophétique tout au long de cette année 2015 qui s'annonce. Gloire soit rendue à l'Éternel. Amen. La mission évangélique de la solidarité en Christ MESEC a fêté ses 12 ans d'existence. Les fidèles à cette occasion ont rendu grâce à l'Éternel au son des instruments de musique. Irène Bailly et Agathe Yapo nous font revivre les temps forts de cette célébration. Ces cris de réjouissance ne sont point fortuits. Le samedi 13 décembre 2014 a connu une ambiance toute particulière à la mission évangélique de la solidarité en Christ. Créée en 2002, cette mission dirigée par la prophétesse Joshua Kwadio
fête cette année ses 12 ans. Pour la servante de Dieu première responsable de l'œuvre, ces 12 ans représentent un nouveau départ, mais également une confirmation dans le ministère. Invitée pour prendre part à cette célébration, la révérende Akba Landrize a tout d'abord dit ses encouragements à l'endroit du ministère, puis enseigné sur le mystère que cache le chiffre 12. L'on pouvait également noter à cette célébration la dédicace du temple à Dieu et la consécration de pasteurs de la mission. La mission évangélique de la solidarité en Christ, une belle fête qui aura retenu toutes les attentions. Actualité africaine à présent, le deuxième tour de la présidentielle en Tunisie a eu lieu ce dimanche et les populations attendent donc les résultats. Mais des menaces s'annoncent à l'horizon. Les camps des deux adversaires, Beji Caïd Essebsi et Monsef Marzouki, affirment avoir remporté ces élections. En Tunisie, les partisans de Beji Caïd Essebsi n'ont pas attendu les résultats officiels. Dès hier soir, ils ont célébré la victoire de leur candidat. D'après les sondages à la sortie des urnes, il aurait une dizaine de points d'avance sur son rival Monsef Marzouki. Le parti Nida Tounes a proclamé sa victoire peu après la fermeture des bureaux de vote. D'après les premières indications des bureaux de vote, on peut dire que Beji Caïd Essebsi a remporté le second tour. Mais dans le camp de Monsef Marzouki, le président sortant par intérim, on ne s'avoue pas encore vaincu. Son équipe met en doute le professionnalisme des sondages et évoque des fraudes constatées dans certains bureaux de vote. L'annonce de la victoire n'est pas démocratique. Et nous devrions attendre si nous voulons respecter l'état de droit. Pour ce scrutin censé clore 4 ans de révolution et marquer l'entrée de la Tunisie dans une ère démocratique, la participation est restée inférieure à 60%. Les résultats officiels seront connus ce soir. Un mot de santé à présent avec l'épidémie du virus Ebola sur le continent africain, précisément en Afrique de l'Ouest et en Sierra Leone. Le combat contre cette maladie se poursuit. Les médecins ne baissent pas les bras malgré les nombreuses difficultés matérielles et financières. Seuls ou presque contre Ebola, les médecins continuent le combat. Seuls ou presque contre Ebola, des médecins continuent le combat. Nous sommes en Sierra Leone, au centre de traitement d'Hastings, en périphérie de la capitale Freetown, le seul lieu antivirus du pays géré par des Sierra-Léonais. Peu de moyens pour se prémunir contre Ebola, car pas de formation ou d'organisation comme dans les centres d'aide internationale, mais beaucoup de volonté. Celle d'un jeune docteur et de son équipe médicale. Pas de confort, pas de salaire depuis des mois, mais ils ont toujours à cœur de remplir leur mission, celle de sauver des vies et d'empêcher la progression d'une épidémie, comme l'explique le docteur Sekou Kane. Nous n'avons pas d'équipement sophistiqué, nous n'avons pas toutes les choses que les gens pensent que vous avez besoin pour combattre le virus Ebola. Mais même si nous ne les avons pas, nous improvisons. Nous essayons de faire de notre mieux. Vous êtes avec moi, les gars? Même s'ils ne sont pas payés, ces gars-là sont prêts à risquer leur vie pour leur pays. D'après le dernier bilan publié par l'OMS samedi, la fièvre Ebola a fait plus de 7300 morts en Guinée, en Sierra Leone et au Libéria, sur un total de plus de 19 000 cas recensés dans les 3 pays depuis le mois de mars. Et le secrétaire général de l'ONU a fait une tournée dans les pays atteints par ce virus, le virus Ebola. Il est allé en Sierra Leone, en Guinée et au Libéria. Ban Ki-moon est allé afficher sa solidarité à Freetown, capitale de la Sierra Leone, pays le plus touché par la fièvre hémorragique. Ban Ki-moon a visité un centre de traitement à Hastings. Alors que l'attention médiatique est quelque peu retombée, Ban Ki-moon affiche sa solidarité avec les pays d'Afrique de l'Ouest touchés par Ebola. Le secrétaire général de l'ONU a visité le Libéria, la Sierra Leone et la Guinée, les 3 pays les plus atteints par l'épidémie. Il devait également faire étape au Mali, pays concerné dans une moindre mesure. On le voit ici dans un centre de traitement à Hastings, près de Freetown, la capitale de la Sierra Leone, qui compte le plus grand nombre de cas. Vous êtes des héros, a-t-il notamment lancé aux soignants et aux survivants.
Ban Ki-moon a mis en avant l'appui de la communauté internationale pour non seulement endiguer l'épidémie, mais aussi reconstruire les services de santé sinistrés. Parti il y a plus d'un an du sud de la Guinée, l'épidémie a fait plus de 7300 morts sur plus de 19 000 cas recensés, selon le dernier bilan de l'OMS. Si les cas déclarés augmentent moins vite, la plus grande vigilance reste de mise, avertissent les spécialistes. Actualité internationale à présent, avec une parenthèse économie. Les prix du baril du pétrole continueront de baisser. Des monarchies du Golfe restent intransigeantes. Aucune réduction de leur production ou la tenue d'une réunion d'urgence de l'OPEP pour enrayer la chute du cours du pétrole. Le marché a besoin de temps. 1 ou 2 mois, ce n'est pas assez. Il a besoin d'au moins 6 mois. Et même si nous nous réunissons dans 6 mois et qu'il n'y a pas de changement, nous resterons sur notre position. Nous ne sommes pas face à un désastre. Cela est arrivé avant. Nous sommes juste devant une surproduction temporaire. Cette surproduction sera corrigée car le marché est solide. Nous ne savons pas ce qui va se passer à l'avenir. Mais ce dont nous sommes sûrs, c'est que ceux qui ont les plus grandes capacités de production contrôleront le marché. Et encore une prouesse dans le domaine de la technologie, un smartphone contrôlé par le seul pouvoir du regard, incroyable mais vrai, et c'est l'œuvre d'un tétraplégique à la tête d'une start-up israélienne. Admirez. Un smartphone contrôlé par le seul pouvoir du regard. L'idée a germé voilà quelques années chez Dura Livneh, un tétraplégique à la tête d'une start-up israélienne. Avec un collègue développeur d'applications, ils ont mis au point le Sesame Phone. Plus besoin de ses mains pour téléphoner ou faire une recherche sur Internet. La caméra frontale de l'appareil détecte les petits mouvements de tête qui commandent le clic. La prochaine étape consistera à conduire une voiture avec l'iPhone ou le téléphone. Et bien sûr, mon objectif, c'est d'aller sur la Lune grâce au téléphone. L'outil peut s'avérer précieux pour les personnes affectées par un handicap physique. Pour l'heure, les créateurs du smartphone sans contact recherchent des fonds pour pouvoir le commercialiser. Ils estiment avoir besoin de $30 000 et ils ont lancé un appel aux dons sur la plateforme de financement participatif Indiegogo. Et un mot de sport avant de clore cette édition d'information. Mohamed Ali, hospitalisé, l'ancien boxeur déjà atteint de la maladie de Parkinson depuis 1984, a été interné ce samedi pour une légère pneumonie. Mohamed Ali a été hospitalisé ce samedi pour une légère pneumonie. Le pronostic le concernant est bon, a toutefois précisé son porte-parole, évoquant une hospitalisation de courte durée. Âgé de 72 ans, l'ancien boxeur est par ailleurs atteint de la maladie de Parkinson depuis 1984. Lors de l'avant-première du film I Am Ali, le 10 octobre dernier, son frère cadet avait évoqué ses difficultés à s'exprimer. Cassius Clay était devenu Mohamed Ali à l'âge de 22 ans, après avoir rejoint la Nation of Islam. Ses engagements militants comme ses prouesses de boxeur, triple champion du monde des poids lourds et champion olympique aux Jeux de Rome en 1960, ont fait de lui une légende de la boxe. Madame, Monsieur, bien-aimés, c'est ici que prend fin cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Le programme se poursuit sur la chaîne des Bénis. Que Dieu vous bénisse.